BFM Bourse, USA Today. Le président de Mescard Financial Services nous accompagne chaque jour. Bonjour Grégory, on est ravi de vous retrouver, d'autant que Wall Street progresse malgré ce chiffre d'inflation, une hausse des indices américains, malgré quand même les prix à la production qui s'envolent de 9,7%. C'est un chiffre spectaculaire et pourtant Wall Street encaisse bien. Comment l'expliquez-vous Grégory ? Il faut se dire que Wall Street a besoin en ce moment d'être un peu optimiste parce qu'il a eu peur, Wall Street et les marchés la semaine dernière quand on a eu ces baisses assez fortes. Donc, comment on l'explique ? Le gros titre, c'est oui, les PPI augmentent de 0,2%. On attendait une augmentation de 0,4%. Le mois dernier, c'était une augmentation de 0,8%, ramenée à 1%. Donc, on peut se dire, tiens, il y a une décélération de cette inflation. Ce qu'il faut dire, c'est que ce PPI, le titre dont je vous parle, ne contient pas l'énergie ni la nourriture. Alors la nourriture, elle monte un peu, on en parle tous les jours, sauf que l'énergie, pendant cette période, était en baisse de 27%. Il n'est pas difficile d'imaginer que 27% de l'énergie qui est utilisée par toutes les entreprises, donc ça rentre vraiment dans leur prix à la production, quand ça baisse de 27%, la répercussion est positive et ça explique, je dirais, en très grande ligne qu'on ait l'impression tout d'un coup ces prix à la production diminuent. Autrement, vraiment, ce qu'il faut dire, c'est que non, il reste à des niveaux très, très élevés. Si on regarde la demande finale, on en est à plus de 8,9% par année. Est-ce que c'est des chiffres qui vont changer quoi que ce soit à la Fed ou aux investisseurs ? On commence vraiment à avoir cette impression que aussi bien les marchés que les investisseurs sont maintenant totalement habitués, à avoir ce genre de chiffres, et deux, à l'idée que la Fed va remonter les taux, et peut-être 4 fois et pas 3 fois. Donc, de ce côté-là, il faudra autre chose pour faire bouger les marchés. On le voit maintenant depuis plusieurs jours, les marchés ne bougent pratiquement pas. Alors, vous allez me demander naturellement, qu'est-ce qu'il faut pour faire bouger les marchés ? Je dirais la saison des résultats. C'est là, comme on dit, que les Athéniens s'atteignirent. Ça va être très important, quel que soit le secteur d'activité, de voir non seulement les résultats du dernier trimestre, qui devraient être quand même en baisse par rapport au trimestre précédent, et puis la projection sur l'avenir, avec évidemment toutes les inconnues, non seulement dues à Omicron, mais aussi dues à l'augmentation des taux à venir. Donc pour le moment, c'est un peu une période attentiste et on sera dans le vif du sujet assez rapidement, peut-être même dès demain. À travers ces publications des entreprises qui vont démarrer en effet demain, et on aura 1000 fois l'occasion d'en parler. Mais c'est vrai que c'est quand même très spectaculaire. On a les chiffres d'inflation très forts. La Fed qui pourrait agir sur un calendrier resserré comme jamais. La fin du tapering en mars, peut-être 4 hausses de taux cette année, peut-être même dès cette année une réduction du bilan. C'est ce qui ressort des minutes de la Fed. Ça ferait un calendrier jamais vu que les marchés devraient digérer. Et pourtant, les marchés qui ont un peu reculé, c'est vrai, ces derniers jours quand même, tiennent grosso modo et repartent déjà de l'avant. Est-ce qu'on peut dire que les marchés, s'ils sont prêts à encaisser ce scénario, cette perspective, pourront tout encaisser d'après vous, Grégory ? Ah non, je ne dirais pas ça, parce que ces marchés, en fait, ils encaissent la perspective que la Fed va réussir, en remontant les taux, à maîtriser l'inflation, puisque le but de la Fed, c'est d'avoir une inflation à 2,6% l'année prochaine, contre les 5,9% de cette année. Alors ça, comme on dit en anglais, c'est peut-être du wishful thinking. C'est peut-être extrêmement difficile, même si la Fed remonte les taux à partir du mois de mars, qui est très en avance, que cette inflation diminue de 60%. Donc pour le moment, le marché a une confiance, je dirais, aveugle dans la possibilité de la Fed de freiner cette inflation. Et moi, je vous dirais, c'est peut-être justement aveugle, cette confiance, parce que pour freiner l'inflation, il fallait peut-être la prendre à la source. Et la source, c'était pas il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a un mois, mais ça commençait vraiment il y a entre 6 et 9 mois, ces premiers signes d'inflation. Donc, on veut voir le bon côté de la Fed et de ses interventions. Peut-être que le discours sera totalement différent à partir du mois de mars, où on dira la Fed est en train de monter les taux, l'inflation continue à être élevée et l'économie ralentit. Ça, c'est le scénario noir qui n'est pas en ce moment, en tout cas en regardant
les indices dans l'esprit des investisseurs. Attention à l'éventuel effet ciseau. Donc, alors, on est toujours en train de mesurer l'impact qu'aura eu cette crise Covid sur l'économie à travers l'inflation, la politique monétaire à venir et puis aussi l'essor du télétravail. Robinhood tape un grand coup dans la fourmilière. Robinhood annonce que c'est désormais définitif. Tous ses employés désormais travailleront de chez eux. Peut-être, Grégory, oui, le début d'une nouvelle vague. Oui, c'est difficile à dire si c'est le début d'une nouvelle vague. Moi, je dirais que c'est la continuation d'une vague extrêmement forte aux États-Unis, contrairement à celle que vous avez chez vous. Je ne connais pas les chiffres des personnes en pourcentage qui travaillent depuis chez eux en France, mais ici, c'est impressionnant. Alors, Robinhood, 3000 employés, ils leur disent, vous pouvez rester chez vous. Peut-être que de temps en temps, il faudra venir au bureau s'il y a quelque chose, mais enfin, ça n'a pas l'air d'être vraiment très, très important. Et puis, tous les jours, les compagnies repoussent évidemment le retour de leurs employés. Il faut bien imaginer que, par exemple, maintenant, Apple et Google n'attendent personne dans leur bureau avant mars ou avril. On a là parmi les deux plus grosses compagnies aux États-Unis. Dans les bureaux où je suis, même si j'ai déménagé, toujours la même chose, des taux d'occupancy, comme on dit, donc entre 20 et peut-être 25% des travailleurs normaux dans les bureaux. Le reste, c'est vide, les rues sont toujours vides. Donc oui, le changement, il a commencé. C'est Omicron peut-être qui va l'accélérer. Et on a surtout l'impression que c'est difficile de revenir en arrière. Parce que si vous pensez à Robinhood, comme tout le monde, pense que Omicron sera rapidement derrière nous. Donc, ils auraient pu dire, oui, une fois que Omicron est derrière nous, vous revenez au bureau. Et non, c'est pas du tout ça. Donc là, c'est vraiment un changement d'attitude vis-à-vis du travail. Et je dirais, c'est toujours un peu la même chose. Les choses se passent aux États-Unis et des années en général après, vous avez les mêmes phénomènes en France ou en Europe. En tout cas, pour le moment, ce retour au bureau aux États-Unis, ça se fait alors plus que sur la pointe des pieds. Et parmi ces nouvelles tendances, c'est vrai, qui transforment l'économie américaine et qui souvent se diffusent au reste du monde par la suite, on suit aussi ce qui se passe sur le front de la tech et de la technologie. Et Apple, Grégory, a annoncé ses chiffres de vente de PC, de Mac, et ce chiffre est plutôt étonnant. Oui, il est étonnant parce que quand on parle d'Apple, quand on achète Apple comme investisseur, on dit toujours deux choses. On dit, on achète parce que c'est la moitié de leurs revenus qui viennent de l'iPhone, enfin avec un cash flow extraordinaire. On achète Apple parce qu'on parle des services, évidemment, avec les applications, Apple TV, Apple Music. Et puis, plus personne ne parle vraiment des Mac, des ordinateurs, qu'ils soient des ordinateurs de bureau ou portables. Or, tout d'un coup, quand Apple publie ces chiffres, qu'est-ce qu'on se rend compte ? On se rend compte que, l'année dernière, la vente des ordinateurs Apple, Mac a doublé. Ça, c'est pas mal. Et on se rend compte surtout que leur part de marché est en train d'exploser. Il y a quelques années, les Mac, comme on dit, c'était 2-3% du parc d'ordinateurs. Vraiment, c'était ou bien peut-être, je ne sais pas, des publicistes qui l'utilisaient ou des architectes, etc. Maintenant, on en est à plus de 10%. 10% d'un parc d'ordinateurs de 320 millions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en parlant de relais de croissance d'Apple, n'oublions peut-être pas aussi les ordinateurs. Et si on n'oublie pas les ordinateurs, c'est encore, je dirais, des sources de revenus qui peuvent donner de la confiance et dans le titre et surtout, je dirais, dans la valorisation du titre. Le titre n'est plus du tout bon marché. Mais si toutes ces sources de revenus continuent à augmenter, la pilule n'est pas amère, elle est plutôt facile à avaler. Ce titre Apple, donc, que l'on va particulièrement surveiller, continuer de le faire, bien évidemment, Grégory, et grâce à vous, vous nous alertez sur ces tendances à Wall Street, ces nouvelles tendances dans l'univers de la tech, les transformations en cours, et puis aussi ces transformations, ces annonces dans l'univers des compagnies aériennes, les premières publications de résultats, les grandes publications des banques démarreront demain, mais sur le front aérien, on a déjà eu quelques chiffres d'entreprises, notamment Delta Airlines. Photo intéressante de l'état des compagnies aériennes. Delta Airlines, c'est l'une des plus grandes compagnies américaines, Grégory. Oui, alors la photo est intéressante, mais juste, je dirais, un avertissement. Delta est la meilleure des compagnies américaines. Donc, leurs chiffres, ils sont ce qu'ils sont, mais ils seront certainement meilleurs que la plupart des autres compagnies. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que malheureusement, sur le premier trimestre, ils seront en perte à cause de Omicron. Par contre, ils disent qu'ils sont la seule compagnie américaine au troisième et quatrième trimestre de l'année dernière, donc de 2021, à avoir été rentable. C'est quand même quelque chose d'important.
Ils disent qu'au mois de janvier, ils ont dû annuler 10% des vols. C'est intéressant, c'est un chiffre aussi qui montre à quel point Omicron est en train de nouveau jouer un rôle dans le transport aérien. Ça faisait 11 000 annulations de leur vol. Ils disent que 8 000 de leurs employés ont attrapé Covid. Et ça, c'est aussi un gros problème des compagnies aériennes. Quand il manque de personnel, alors on peut imaginer qu'il manque de personnel au sol, ça rend les choses plus difficiles, ça ralentit peut-être l'enregistrement des bagages. Quand le pilote n'est pas là, l'avion ne vole pas. Donc, je dirais, c'est très intéressant aussi de se dire, alors où elles en sont ces compagnies aériennes par rapport où elles étaient avant Covid, avant 2019, parce que c'est là-dessus qu'on les juge. Delta dit qu'en fait, leur chiffre de occupancy, donc d'occupation ou de vente de leur siège, vont arriver cette année 2022 entre 72 et 76% de ce qu'ils étaient en 2019, donc il y a 2 ans. Et je dirais que c'est ce chiffre qu'il faut avoir toujours en tête. Ces compagnies aériennes, si on veut jouer, je dirais, la reprise du trafic aérien, même avec cette reprise du trafic aérien, restent encore en gros 25% au niveau de leur transport, de leur capacité. Et évidemment, ça sera aussi au niveau de leurs revenus, en dessous de où elles étaient en 2019. Et justement, on va rester dans cette thématique avec votre recommandation du jour, souvent à l'achat, parfois à la vente. Aujourd'hui, vous êtes plutôt à la vente sur le titre Virgin Atlantic, en baisse déjà de près de 50% depuis votre recommandation précédente à la vente. Vous étiez déjà à la vente le 15 octobre dernier. Vous reformulez, vous reconfirmez cette option à la vente sur Virgin Atlantic encore aujourd'hui. Oui, et en fait, puisque je la reconfirme et que je vous donne les raisons, et la raison est relativement simple. Alors, c'est des chiffres, la raison. Aujourd'hui, ils procèdent une fois de plus à une augmentation de capital. Ils vendent des actions convertibles pour 500 millions de dollars. La compagnie fait 3 milliards de capitalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque actionnaire de Virgin Atlantic va être dilué, en gros, de 16%. Donc, son action va valoir automatiquement 16% de moins. Et ce chiffre, 500 millions de dollars, il revient chaque année. En juillet de l'année dernière, 500 millions de dollars d'augmentation de capital. L'année d'avant, 500 millions d'augmentation de capital. Et ce chiffre correspond à ce qui leur manque de cash flow chaque année. 500 millions, c'est leur perte, pour pouvoir continuer, en gros, leurs opérations, pour payer leurs employés, pour continuer à faire leur fusée, etc. Alors, si on est optimiste, on va vous dire, oui, mais alors, d'ici l'année prochaine, ils vont lancer beaucoup de passagers dans l'air. Alors oui, les chiffres sont là, je vous les donne. Alors donc, il y a 8000 personnes qui se sont inscrites. Ces 8000 personnes, en moyenne, ont versé $1000 de dépôt, d'art à la compagnie. Le ticket moyen coûte 220 000 $. Et on regarde en fait en une année comment cette compagnie, Virgin, pourrait donc récupérer ces 500 millions de dollars qu'ils perdent. Pour qu'ils récupèrent par exemple 500 millions de dollars qu'ils perdent, ils devraient lancer 500 vols l'année prochaine. Il faudrait que 500 vols habités soient lancés par Virgin Atlantic juste pour retourner dans des chiffres positifs. Vous imaginez, ça s'envole, c'est plus qu'un vol par jour. De toute façon, quand on lance des fusées, un jour sur deux, les créneaux sont pas bons, que ce soit la météo ou autre chose. Donc, on voit déjà que ce n'est même pas possible dans les scénarios les plus optimistes pour Virgin Atlantic d'imaginer à court terme et à moyen terme que cette compagnie sera rentable. Donc, on peut continuer à jouer le titre. Et moi, je dirais, on peut aussi continuer à penser que tôt ou tard, après avoir baissé de 50%, il va continuer à baisser. Et je dirais, il y a une limite jusqu'où il peut baisser. C'est le point le plus bas qu'il avait atteint après son IPO, qui est de $7. Donc peut-être qu'après 30% de baisse supplémentaire, je vous reparlerai. Je vous dirai, bon, maintenant, achetons Virgin Atlantic, il y a peut-être quelque chose à jouer. Mais pour le moment, les pertes vont continuer à s'accumuler sans vraiment voir une façon pour eux d'y remédier. Virgin Atlantic, recommandation renouvelée à la vente sur ce titre avec toujours l'horizon d'investissement moyen-long terme pour nos auditeurs et téléspectateurs. Grégory Volokin, chaque jour depuis New York en direct. Merci Grégory, le président de Mescar Financial Services. Wall Street en hausse, le CAC en repli, c'est le luxe qui pèse avec toujours cette crise sanitaire qui se poursuit quand même en Chine, des ports qui restent assez congestionnés et puis surtout le variant Omicron qui commence là-bas aussi en Chine à se déployer, ce qui laisse craindre peut-être un poids, un impact sur l'activité. Vous savez que nos groupes de luxe français sont particulièrement dépendants du marché chinois et donc nos
groupes de luxe signent des replis assez nets aujourd'hui, moins 3% Kering, moins 2,8% actuellement LVMH. Hermès recule aussi de 2,5%. Les 3 plus forts replis du CAC aujourd'hui, ce sont les groupes de luxe. Une fois n'est pas coutume, ça pèse sur le CAC qui sous-performe les autres marchés européens. BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs.